Bonjour, bienvenue à tous. Avant de laisser la parole à notre intervenant et en attendant les derniers inscrits, je vais rappeler rapidement ce qu'est le portail Keox qui propose ce rendez-vous en exclusivité à ses abonnés. Alors le site keox.fr permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Il contient aussi les analyses des meilleurs experts publiées dans les 5 classeurs à mise à jour et la revue Complément technique. Par ailleurs, tous les abonnés reçoivent 2 fois par mois une newsletter qui leur permet de ne rater aucune actualité des semaines précédentes. Et les abonnés à Keox ont pu s'inscrire, comme chaque mois, pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui, qui porte sur la conception des installations d'éclairage extérieur. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Roger Couillet, en charge des installations électriques de la ville de Douai et présidente de l'Association française de l'éclairage AFE Hauts-de-France-Ardennes, entre autres fonctions. La réglementation a changé sur les travaux à proximité des réseaux et sur les installations électriques extérieures, mais aussi pour répondre aux objectifs en matière de transition énergétique et de respect de la biodiversité. Or, tous ces thèmes concernent directement l'éclairage extérieur et forcent les collectivités locales à revoir leurs installations. Ce webinaire reviendra sur les nouveautés réglementaires, puis entrera dans le détail technique d'un projet, avant de préciser les critères applicables au projet actuel. Alors Roger Couillet nous montrera comment les collectivités territoriales peuvent profiter de ces changements pour accélérer la transition énergétique et le passage vers un éclairage dynamique. Avant de vous laisser la parole, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à utiliser le bloc questions et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, comme vous le disiez, je suis en charge des installations électriques extérieures de la ville de Douai. Je suis président de l'AFE pour la région Hauts-de-France-Ardennes, co-animateur du groupe AFE Collectivité et également membre de l'AITF. Donc le but de cette présentation comprendra plusieurs volets. Tout d'abord un point sur la réglementation applicable avec les réglementations récentes, l'approche technique d'un projet avec de nouveaux thèmes qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder dans un projet d'éclairage extérieur et qu'on va pouvoir appliquer par le biais de nouveaux critères dans le cas d'une consultation. Et on fera juste à la fin un focus sur les protocoles de communication et l'approche de la Smart City par le vue d'une collectivité. Le premier point concerne la réglementation applicable sur les travaux à proximité des réseaux. Donc c'est une réglementation qui date de 2012 avec un arrêté qui est paru le 15 février. Les collectivités locales sont concernées en qualité d'exploitant de réseau en premier lieu. Ça veut dire qu'il doit y avoir une inscription obligatoire sur le guichet unique, une réponse obligatoire au DTD-ICT lorsqu'on est consulté pour des réalisations de travaux, et l'obligation de remettre des plans géoréférencés avec une précision attendue au maximal de 40 cm. Les autres exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité, je cite à titre d'exemple Enedis, GRDF, ont également cette obligation. Pour les collectivités, cela peut être l'opportunité de mutualiser ces géoréférencements par des opérations communes mutualisées avec d'autres concessionnaires ou d'autres exploitants de réseau pour avoir un fond de plan commun. Et aussi pour un surcoût raisonnable, alors j'ai bien mis raisonnable entre guillemets, il faut que ça reste de l'ordre de l'acceptable, d'un relevé exhaustif du patrimoine géré par la collectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les installations d'éclairage ne sont pas forcément toutes relevées, on n'a pas forcément tous la connaissance précise des réseaux, des récepteurs électriques, et donc ça peut être là aussi l'opportunité de mettre à plat et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis. L'AIPR, autorisation d'intervention à proximité des réseaux, est obligatoire pour tous les exploitants de réseau à partir du 1er janvier 2018. Donc pour les collectivités territoriales, cela concerne les concepteurs de projets, les encadrants, mais également les opérateurs, sachant qu'au niveau des niveaux des AIPR, les questionnaires sont différents suivant qu'on soit concepteur, encadrant ou opérateur. Nous allons aborder maintenant un point important qui est la NFC 17200 qui a été revue en septembre 2016. Cette NFC 17200 qui est traitée auparavant uniquement des installations d'éclairage extérieur, le titre a été modifié pour parler d'installations électriques extérieures, l'éclairage étant un des usages des installations.
et cela a permis également d'intégrer les installations de recharge des véhicules électriques, les IRVE. Cette norme a induit des changements profonds des méthodes de conception. 2 points importants, la règle du nombre pour les luminaires à source LED et alimentation électronique, et également les mesures de protection contre les perturbations de tension avec l'évaluation du risque. Ces 2 méthodes ont influé fortement parce qu'aujourd'hui, en l'éclairage extérieur, nous sommes fortement sur des alimentations électroniques, c'est vrai depuis une dizaine d'années, et on s'est aperçu qu'à force, elles étaient beaucoup plus sensibles que des installations traditionnelles ferromagnétiques, et donc il a fallu intégrer cette problématique dans la norme, et donc chose qui a été faite. La norme s'applique dans 2 cas de figure, au niveau des installations existantes, lorsque elles entraînent des extensions ou des modifications, avec un changement du calibre minimal des dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine des circuits concernés, et également le changement de liaison à la Terre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est amené à remplacer un luminaire existant sur une installation et que le calibre de protection minimale contre les surintensités à l'origine du circuit est à modifier, on rentre de plein fouet dans ce domaine d'application, et donc on doit mettre la totalité de l'installation en conformité. A été revu ensuite le FDC 17205 en octobre 2017, qui permet, lui, le dimensionnement des installations électriques extérieures, et notamment avec des fiches de calcul qui, pour le coup, tiennent compte de l'installation, de la mise en place d'une IRVE sur une installation d'éclairage extérieur existante. Les parties cachées d'une installation sont les réseaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur une installation, on est plus sur le visible, donc le support, le point lumineux, le rendu esthétique. Cependant, c'est un peu comme une partie cachée d'un iceberg, c'est nécessaire au fonctionnement, c'est même vital, mais on s'est souvent peu considéré. Donc les réseaux doivent pouvoir permettre le fonctionnement optimal des technologies récentes et être adaptés. Donc c'est un point important et c'est un préambule à tout projet. Donc il faut déjà connaître l'état de son réseau et est-ce que ce réseau actuel sera capable de faire fonctionner de l'électronique de manière optimale. Second point important, la directive 245/2009, donc qui a prévu l'arrêt de la commercialisation de lampes à vapeur de mercure depuis avril 2015. Aujourd'hui en France, il reste environ 10% du patrimoine en vapeur de mercure. Des lampes qui fonctionnent et qui vont finir par s'éteindre d'elles-mêmes parce qu'on ne peut plus on n'a plus le droit de les commercialiser et donc ça va amener des remplacements de points lumineux, sachant qu'en France le patrimoine étant d'environ 9 millions de points lumineux, ça nous fait quand même quelques lampes à remplacer avec un taux de remplacement de 3 à 5% par an. Donc il va falloir envisager le remplacement assez rapide. Et de fait, nous allons rentrer donc dans la mise en conformité des installations, donc, dont la sécurité électrique qui est la plus importante pour la technologie source LED, et se poser la question à chaque fois si, lorsqu'on a un éclairage ferromagnétique, est-ce qu'on doit remplacer par un luminaire avec un appareillage électronique quand la technologie est disponible pour la même source lumineuse? Est-ce qu'on doit remplacer par un luminaire à source LED? Et de se poser la question de la pertinence. Un autre volet qui est important au niveau de la réglementation est la réglementation sur la transition énergétique et la biodiversité. Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau au niveau des installations électriques extérieures, notamment en éclairage. C'est quelque chose qui est clair qui n'était pas forcément un des axes de réflexion importants, mais depuis quelques années déjà, depuis 2010 et puis les lois Grenelle 2009 et 2010, c'est inscrit dans le code de l'environnement et les collectivités y sont soumis. Et il est vrai que c'est quand même un critère important, tant du point de vue biodiversité, mais également du point de vue rendu et de la perception de la qualité de la lumière. Récemment, on a eu un texte le 28 juin 2016, un décret. On a une loi d'août 2016 qu'on va voir juste après sur la reconquête des espaces naturels. Le décret 2016 relative à la modification des textes applicables et la loi TEPCV de 2015 qu'on verra tout à l'heure, notamment par son article 188. Toujours au chapitre des réglementations, nous avons une réglementation de 2013 sur les enseignes lumineuses avec un décret d'application de 2012 qui oblige à avoir les enseignes éteintes
entre 1h et 6h du matin pour les entités urbaines de moins de 800 000 habitants. Ce décret, a été en application au 1er juillet 2012 pour les nouvelles enseignes et sera donc d'application au 1er juillet 2018 pour les enseignes existantes. C'est-à-dire qu'au niveau des collectivités, toutes les enseignes commerciales, préenseignes, devront être éteintes à partir de 1h du matin. Autre point important qui date depuis 2013 et qui impacte directement également les collectivités. L'arrêté du 25 janvier 2013 qui est relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, donc essentiellement des bâtiments à usage professionnel, qui a pour but de limiter les nuisances lumineuses, mais également faire un impact sur les économies d'énergie. Alors, ça concerne les façades des bâtiments, les mises en valeur des bâtiments par la lumière, l'éclairage intérieur des locaux professionnels. Ça ne concerne pas l'éclairage extérieur, donc destiné à favoriser la sécurité des déplacements, l'éclairage de sécurité des bâtiments, et ni l'éclairage des parties communes. Toujours dans le cadre de cet arrêté, donc des horaires ont été fixés 1h après la fin de l'activité pour ces éléments, donc c'est-à-dire de prévoir de mettre en place des méthodes ou des équipements qui permettent de s'assurer de ces dispositions. La mise en lumière des bâtiments se coupe au plus tard à 1h au matin, avec réallumage uniquement le soir, donc pas de réallumage le matin. L'éclairage des vitrines et des magasins se coupe à 1h du matin au plus tard, ou 1h après la fin de l'occupation des locaux. Et le contrôle et le respect de ces obligations font partie du pouvoir de police du maire, sauf pour les bâtiments communaux qui sont contrôlés par le préfet. Et donc, à ce titre, les DDTM, qui sont les directions départementales des territoires et de la mer, commencent à questionner les collectivités pour voir quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour satisfaire aux obligations de cet arrêté. Donc on doit motiver et répondre. Donc c'est des choses qui commencent à se mettre en place et c'est vrai que c'est un point important. Donc pour les usages des bâtiments, cela impose peut-être des méthodes de la communication, beaucoup de pédagogie, éventuellement de mettre en place des équipements techniques qui permettent de répondre à ces obligations. La difficulté, ça va être clair, ça va être pour les enseignes lumineuses extérieures, où là, il va falloir avoir plusieurs services, notamment des services commerce et urbanisme, et aussi d'expliquer aux commerçants cette obligation. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc on a une loi qui est de 2016, la loi 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la biodiversité qui a imposé en termes d'objectifs de qualité paysagère désigne les orientations visant à conserver, accompagner les évolutions, à engendrer des transformations des structures paysagères, permettent de garantir la qualité des paysages à l'échelle nationale. Donc c'est inscrit dans la loi. Et quand on attend objectif de qualité paysagère, ça comprend également à garantir la prévention des nuisances lumineuses. Alors, je vais juste faire un petit focus sur nuisances lumineuses. On peut parler de nuisances lumineuses, on peut parler également de pollution lumineuse. C'est une question de terminologie, sachant que l'éclairage, s'il a été mal conçu, mal dimensionné, peut en effet nuire et quelquefois voire polluer dans certains cas les espaces extérieurs. Cependant, dans les textes législatifs, on reprend bien le terme de nuisance lumineuse parce que c'est quelque chose, il y a quand même une nuance par rapport au terme de pollution. Et également au titre de l'article 6 du Code de l'environnement, donc 5e alinéa, on intègre également la pollution du milieu marin par des sources lumineuses. Donc c'est notamment le cas pour tout ce qui est piscine, bassin et espace aquatique. Le décret 2016-1110 du 11 août 2016 oblige à avoir une évaluation environnementale dans tout projet. Donc l'éclairage extérieur, dans le cadre de sa phase projet, doit pouvoir y satisfaire. Alors, cette loi, ce décret donne des principes, des grands axes. Après, c'est comment appliquer
ces éléments-là, sachant qu'on n'a pas aujourd'hui de cadre à ce jour qui va fixer les objectifs à atteindre. Alors les collectivités peuvent, par exemple, sur volontariat d'un maîtrise d'ouvrage, se fixer certains paramètres qu'on peut de manière assez simple intégrer dans un dossier de consultation. Tout d'abord, le choix de la température de couleur. Donc aujourd'hui, tous les écologues s'accordent à dire qu'il faut 3000 Kelvin au grand maximum, voire un peu moins. Alors 3000 Kelvin me semble un bon compromis parce que c'est une température chaude, un blanc chaud, donc un blanc de température chaude, avec la possibilité d'avoir une efficience énergétique importante. On le verra juste après ce que c'est que l'efficience énergétique, tout en préservant l'environnement au maximum et qui soit quand même agréable à l'œil, aussi bien pour l'humain, et qui évite quand même d'avoir un impact nocif sur la biodiversité. Autre point à prendre en compte est l'éblouissement. Alors quand on parle d'éblouissement, on peut parler d'indice TI qu'on peut retrouver dans les normes, mais c'est aussi l'orientation du luminaire. Aujourd'hui, avec les luminaires à source LED, on peut avoir un luminaire qui soit mis quasiment à l'horizontale, avec ou pas une grille qui va pouvoir diminuer un peu cette partie éblouissement, donc éviter d'avoir des luminaires qui vont étaler la lumière entre guillemets sur les côtés, donc faire attention à la hauteur, faire attention au type de luminaire, bien respecter les interdistances. Il n'y a rien de plus désagréable de voir un luminaire avec une température de 4000 Kelvin, avec des interdistances qui peuvent aller de 7 à 8 fois, donc, et qui peuvent éblouir. C'est contre-productif. Alors il ne faut pas non plus tomber dans ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire augmenter le nombre de luminaires et en diminuant la puissance. Donc il y a un juste compromis à trouver, voilà, donc, qui passe par une étude qui va prendre en compte beaucoup de paramètres et des règles simples à appliquer. Donc ce point température de couleur et éblouissement sont vraiment à prendre en compte parce que ça aura directement un impact sur la faune et la flore par le biais de l'éclairage direct, donc c'est-à-dire on va positionner l'éclairage de manière à éviter qu'il impacte directement sur la faune et la flore, mais également indirect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire attention lors de l'orientation et de l'étude d'éclairement de ne pas avoir de lumière intrusive aussi bien chez les usagers et riverains, mais aussi bien sur la faune et la flore. Donc ce sont des paramètres qui sont, je ne veux pas dire nouveaux, mais qui aujourd'hui avec les technologies source LED permettent d'être beaucoup plus maîtrisés qu'on pouvait l'avoir il y a 10 ou 15 ans. Et dernier point, l'adaptation des niveaux et de l'uniformité d'éclairement, là aussi qui en découle. Aujourd'hui, on va éclairer vraiment lorsqu'on aura besoin d'avoir un niveau d'éclairement et on ne va pas éclairer quelque part à pleine puissance si on n'a pas d'usagers, si on n'a pas de riverains. Donc cette adaptation de l'éclairage aux usages est aussi aujourd'hui un des critères et aussi un des fondements des installations d'éclairage extérieur. Alors, on parlait tout à l'heure de biodiversité, on va parler maintenant de transition énergétique et la loi TEPCV sur la transition énergétique pour la croissance verte stipule dans son article 189 que les nouvelles installations d'éclairage public sous maîtrise d'ouvrage de l'État et des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale, conformément à l'article L583-1 du Code de l'environnement. Encore une fois, donc on est dans un article de loi qui va nous expliquer, qui va nous dire qu'il faut faire preuve d'exemplarité. Maintenant, c'est comment faire preuve d'exemplarité pour pouvoir répondre à cette obligation législative. Alors, encore une fois, il n'y a pas non plus ça n'a pas encore peut-être de texte qui permettent d'y répondre de manière précise, de référentiel. Cependant, un peu de bon sens permet de pouvoir peut-être y répondre et du moins déjà poser des jalons. C'est un peu une gestion entre guillemets en bon père de famille. La première des choses, c'est la maîtrise des temps de fonctionnement, donc c'est-à-dire de poser des horloges qui vont pouvoir influer sur le temps de fonctionnement, donc éviter des dérives. En France, on a des installations qui fonctionnent entre 4000 et 4100 heures par an, et donc ça aura un impact directement sur la part variable d'une facture, donc le kilowattheure. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on va pas avoir des économies phénoménales. Par contre, on va maîtriser et on n'aura pas de dépenses liées à ce paramètre. Le second point est le remplacement des luminaires énergivores. Et donc là, quand on remplace des luminaires énergivores, ça sous-entend
qu'on sait ce que l'on consomme au jour d'aujourd'hui. Donc on a un état exhaustif de son périmètre, de son patrimoine, et le but est de se fixer des gains. Donc se fixer des gains, c'est selon moi au minimum de 50% sur la consommation énergétique. Alors, quand on dit 50%, ça ne veut pas forcément dire diviser la consommation, pas la puissance installée par deux. On peut avoir très bien des puissances qui sont relativement, qui peuvent être importantes, mais lorsqu'on n'a pas d'usage ou pas d'obligation d'apporter des niveaux d'éclairement importants parce qu'on a moins d'usagers, on peut en effet de baisser plus facilement la puissance installée. C'est-à-dire que sur une portion de la nuit, on peut descendre facilement avec la technologie LED sur 70%. Donc au final, le gain, qui est le kilowattheure, on aura une partie de la nuit qui sera en fonctionnement à pleine puissance et une partie de la nuit qui sera en puissance réduite. Et au global, le gain sera au minimum de 50%. En règle générale, les installations aujourd'hui qui sont mises en place, on a des gains qui atteignent facilement 75 à 80%. Alors, ça s'explique d'une part par la performance des installations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les installations sont très performantes, mais surtout et aussi parce qu'on partait de très loin, on le verra tout à l'heure dans l'exemple, par rapport aux sources lumineuses, et donc on a des gains qui peuvent être conséquents. Je disais l'adaptation de l'éclairage aux usages. Alors, il existe différents moyens techniques, la détection, l'abaissement de puissance, la communication entre luminaires et récepteurs. Voilà, ça permet aussi de répondre à cette obligation. Et également, un point important, la conception d'un projet en coût global. On est plus aujourd'hui sur de l'économie circulaire. Alors, quand j'ai économie circulaire, je vais faire le pendant avec l'économie linéaire où on investissait, on entretenait, on cherchait juste la rentabilité par rapport à une utilisation. Aujourd'hui, on va passer plus d'un coût d'efficience énergétique aux usages durables et le coût global. Et l'ensemble, chaque paramètre va influer sur l'autre. Donc aujourd'hui, les projets d'éclairage extérieur, tout projet devrait passer par ces installations efficientes avec une optimisation des entretiens, mais également des coûts de maintenance réduits. Donc, coût de maintenance réduit, ça ne veut pas dire plus de maintenance, mais on va optimiser la maintenance de manière à aller entretenir lorsque vraiment ça sera nécessaire. Voilà. Alors, après avoir abordé ces notions un peu de réglementation, on va plutôt passer sur un volet un peu plus technique, notamment donc par rapport à la 17200. Alors, on va d'abord aborder ce qu'on appelle un phénomène transitoire. Un phénomène transitoire, c'est un phénomène physique qui va permettre de passer d'un état stable à un autre état stable. Et le passage de ces deux états va nécessiter un surcroît de consommation d'énergie. Et c'est cette entre guillemets, surconsommation d'énergie qui va engendrer ce phénomène transitoire. Donc vous avez un petit tableau qui reprend les deux phénomènes concernés, donc l'intensité du courant et la tension aux bornes d'un composant. Donc sur le régime temporaire qu'on a actuellement, et on peut voir en effet que sur la partie transitoire, on a des durées pour la surintensité qui sont très très courtes. On est de l'ordre de la microseconde à 15 minutes sur un régime temporaire. Mais par contre, on a des surintensités qui vont de 50 à 300 fois l'intensité nominale. Donc, on n'aborde pas du tout les phénomènes de la même manière. Et la surtension, pareil, on a une surtension temporaire qui peut être de quelques volts pendant plusieurs heures. À la surtension transitoire, où on est de l'ordre de l'impulsionnel, c'est plusieurs kilovolts sur une durée très courte. Donc, on ne va pas aborder ces thématiques, ces problématiques de la même manière. Alors, une surintensité temporaire, on la constate lorsqu'on a un appareillage ferromagnétique. Alors, on a déjà un effet capacitif qu'on peut voir avec le condensateur qui existe, mais cet effet est absorbé par l'inductance du ballast, donc qui est un composant, une grosse bobine qui sert au fonctionnement, et donc quelque part c'est atténué par cet effet. Avec l'électronique, c'est un petit peu différent, on est sur un fonctionnement différent, et le fait de mettre des condensateurs sous tension, on va créer ce qu'on appelle une intensité d'enclenchement, un courant d'appel, qui est fonction de la capacité du condensateur, de l'amplitude de tension, et sur le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus la valeur sera élevée sur un temps très court, plus l'intensité du courant d'appel sera très très importante. Et il est courant de voir des intensités qui peuvent atteindre 100 à 200 fois l'intensité en régime établi. Alors l'exemple qui est là, on a une source lumineuse de puissance active 75 watts, une intensité du courant d'appel de 108 sur des données fabricants,
un régime établi, une intensité IB, un régime établi de 0,38 ampères, on fait 108 divisé par 0,38, 284. Donc pendant un laps de temps très court, d'environ 500 microsecondes, donc qui est quasiment invisible à l'œil nu, on va avoir une intensité du courant presque de 300 fois l'intensité nominale, multipliée par le nombre de luminaires sur une installation. Donc ça peut être très vite perturbant. Donc le nombre d'appareillages d'alimentation et de pilotage, qu'on appelle les drivers, pour un luminaire à source LED notamment, mais également pour les luminaires avec alimentation électronique, doit être spécifié. Donc ça fait partie aujourd'hui de tout projet, afin de répondre à la règle du nombre. L'autre particularité sur ces installations électriques, c'est qu'on a des grandes longueurs, notamment en ce qui concerne la contrainte thermique. Donc aujourd'hui, là où on avait des luminaires, je vais prendre l'exemple de 150 watts avec un fonctionnement déterminé, on va la remplacer par un luminaire dont la puissance sera divisée par 2. Et bien si on ne fait pas attention à la longueur à protéger et la règle du nombre, donc on a ces nouveaux paramètres à intégrer, on risque fortement d'avoir soit des défaillances d'installation, donc des déclenchements, soit d'avoir une installation, si on ne change pas la protection, qui ne soit plus conforme et donc aux règles, et donc de plus être exploitable. Donc il y a ce volet-là qu'il faut intégrer dès le départ dans tout projet. C'est une donnée nouvelle, hein, c'est quelque chose qui est assez récent, mais qu'il faut intégrer. L'autre phénomène transitoire que l'on a aussi sont des surtensions transitoires. Alors, de deux types. La première, ce sont surtensions transitoires de manœuvre. Alors, ça se passe comment? C'est aujourd'hui, lorsque vous mettez en tension un équipement électrique ou électronique, on va créer une surtension dont la formule est reprise, qui va dépendre non plus pour le coup d'une tension, mais de l'intensité du courant et d'une part de son amplitude, de sa variation, et également de sa durée. C'est le cas notamment lorsque vous mélangez, quand je dis mélanger, vous associez sur un même circuit des appareillages ferromagnétiques et électroniques. Les appareillages ferromagnétiques vont générer des petites surtensions qui, cumulées, peuvent à terme détruire le composant LED, parce qu'il est soumis sur des surtensions qui sont répétées, et ça va accélérer son vieillissement. Alors c'est difficilement quantifiable, mais on sait que ça a un impact. En éclairage extérieur, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'impédance, donc qui va pouvoir limiter quand même ce phénomène. L'autre type de surtension que nous avons sont des surtensions liées aux effets de la foudre. Alors, pas la foudre en elle-même, mais aux effets de la foudre, qui peuvent se propager de plusieurs manières. La première propagation, c'est par conduction, par propagation par la ligne électrique. Le second, par induction. Et le troisième, par remontée de terre, avec dispersion du courant dans le sol. Et on va faire monter en potentiel. Donc, la terre électrique. Donc ça, c'est ce qui se rencontre fréquemment, notamment lorsqu'on est sur du réseau aérien, avec un nœud commun de l'installation d'éclairage avec la distribution publique, qui en principe devrait plus exister dans les installations qui ont été rénovées depuis 2007 ou qui devront être rénovées prochainement. Un autre phénomène également sont les décharges électrostatiques. Ce sont les frottements dus au vent, et un peu comme les surtensions liées aux surtensions de manœuvre, sont des choses qu'on ne voit pas. Donc l'électrostatique, c'est par exemple lorsqu'on se serre la main, on décharge une intensité du courant, et donc ça fait une petite étincelle. Donc pour l'humain, c'est pas très gênant en soi. Par contre, pour l'électronique, c'est très désagréable et ça peut avoir un impact nocif sur la durée de vie des équipements. Donc, il existe également des protections. Donc, tout matériel électrique, de par sa conception, doit avoir une tension de tenue au choc assignée, donc les valeurs sont reprises dans l'NFC 1500, qui est une norme d'application obligatoire. Ces surtensions se caractérisent par deux modes d'application. L'application de mode commun, MC, qui est constituée d'une surtension entre un conducteur actif, une phase à neutre, et le conducteur de protection, le conducteur de terre, et une surtension de mode différentiel qui a lieu entre deux conducteurs actifs, donc soit entre phase et neutre. La NFC 17200, donc depuis 2016, intègre ce phénomène par l'application de l'évaluation du risque, à savoir si une surtension contre les surtensions transitoires, est nécessaire. Et ce type de protection est généralement assuré par les parafoudres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
avant de savoir si on doit poser ou pas un parafoudre, il est nécessaire d'évaluer le risque et est-ce que, en fonction du lieu d'implantation, de la densité de foudroiement par an et par mètre carré, en fonction du type de matériel, on va évaluer et est-ce qu'on doit poser en fonction de la longueur de l'installation ou pas des parafoudres. Si on n'effectue pas cette évaluation du risque, la protection devient quasi obligatoire. Le parafoudre va fonctionner par deux modes de fonctionnement. Fonctionnement parallèle, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui le parafoudre va fonctionner et se mettra en sécurité lorsque il aura atteint sa fin de vie ou lorsqu'il sera défaillant. Et un autre mode de fonctionnement série parallèle où la défaillance du parafoudre sera indiquée par l'extinction du luminaire. Alors aujourd'hui les fabricants ont tendance soit mettre en série, soit en option de poser des parafoudres. Un parafoudre, d'un point de vue installation, doit être équipé d'un système de déconnexion et de signalisation, d'un point de vue NFC 1500. Et au niveau des installations, de fait de mettre des parafoudres va permettre d'avoir des durées de vie conséquentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va protéger l'installation contre des certains risques possibles. Et donc, l'avantage que l'on a, c'est de pouvoir avoir des durées de vie garanties plus importante qu'auparavant. Donc on le verra tout à l'heure dans le calcul du cycle de vie. C'est quand même un gain en termes de maintenance et de service important pour les installations. L'autre type de surtension sont les surtensions de type temporaire. Donc généralement, ça se passe en régime triphasé. Donc on a ce qu'on appelle une rupture de neutre. Et donc on va soumettre l'installation à ce qu'on appelle une tension composée, donc entre phases, et qui va détruire le récepteur. Alors là, certains récepteurs aujourd'hui peuvent supporter des surtensions de 350 volts pendant 2 heures. Voilà, donc sont prévus pour. Pareil au niveau de la NFC 1500, il y a des règles qui sont prescrites, mais il est important quand même de signaler et également de prévoir ce type de protection. Alors, on parlait tout à l'heure des LED. Donc aujourd'hui, la LED est une technologie qui est assez récente en éclairage extérieur, je parle. C'est pas en termes de composants, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Il y avait beaucoup d'utilisation. Et ce qui est important aujourd'hui de la LED, on nous met souvent en avant des durées de vie importantes, et c'est un point sur lequel il faut quand même être vigilant au niveau des durées de vie. Et il faut bien différencier les différentes durées de vie, mais également les qualifier. Alors, une LED, c'est un composant électronique qui fonctionne un peu comme un interrupteur, c'est-à-dire dès qu'on a mis une tension à ses bornes, on fait passer un courant et la valeur du courant se règle, on va dire, par un potentiomètre. On fait varier un composant électronique et on fait varier l'intensité du courant. C'est une technologie prometteuse, elle est gage de sobriété énergétique, elle permet très facilement une modulation des niveaux d'éclairement, donc c'est souvent pour ça que c'est pris en place. Mais il faut avoir en compte, comme je disais, l'évaluation des durées de vie pour un service rendu. Alors, il faut prendre ce paramètre dans toute étude parce que ça va influer sur le coût global. Sur le petit schéma qui est dessiné, donc on a quelques points importants et je voudrais signaler les deux dernières lignes, ce qu'on appelle le TA et TQ. Donc la chaleur est l'ennemi de la LED et il est nécessaire aujourd'hui pour tout projet de définir dans l'environnement en termes de température la température moyenne annuelle dans laquelle sera posé le luminaire. Donc là sur l'exemple j'ai mis notre ville qui a une température annuelle de 10 degrés. On va donc dimensionner le produit pour 10 degrés, sachant que les données sont données pour 25 degrés par le fabricant, et elles sont garanties pour cette valeur, donc de 10 à 25, on a un certain gain. Par contre, imaginons qu'on ait une température moyenne annuelle de 27 à 28 degrés, on va pas aborder du tout le projet de la même manière, sachant qu'on va déjà être aux limites du produit on va être supérieur à 25 degrés, donc ça veut dire que le fabricant va devoir tenir compte de cette donnée pour limiter en intensité du courant son produit de manière à qu'il puisse répondre aux performances. Donc c'est beaucoup plus contraignant déjà par ce phénomène, plus la chaleur interne. Donc aujourd'hui il est nécessaire pour tout projet de pouvoir intégrer ces notions de température, et chose qu'on n'avait pas forcément avant avec les appareillages ferromagnétiques.
Pour évaluer les durées de vie de LED, on entend souvent des données de 50 000, 70, 100 000 heures. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, 70 000 heures? Est-ce qu'aujourd'hui, on a attendu 70 000 heures de fonctionnement pour avoir les durées de vie? Non. Aujourd'hui, il y a deux méthodes. Il existe deux méthodes. Donc, d'abord, la première, ce qu'on appelle une méthode IES, qui comprend le LM80 et le TM21, c'est-à-dire qu'on fait des mesures en laboratoire, des échantillonnages suivant des protocoles avec des mesures de flux lumineux à certaines heures, donc suivant certains points de mesure, et donc on va tracer une droite de 0 à 6000 heures, et on va pouvoir extrapoler soit 6 fois, soit 10 fois ces valeurs, de manière à obtenir une courbe, on va dire, de forme exponentielle, et d'estimer, de dire, comme sur l'exemple de droite, à 50 000 heures de fonctionnement, donc c'est-à-dire à 12 ans, il va nous rester 70% du flux lumineux restant. Donc c'est vraiment un exemple. Aujourd'hui, on est plus sur L90 à 100 000, mais j'ai laissé volontairement cet exemple-là pour que ce soit bien parlant. Donc ça, c'est la première méthode. Où il existe une seconde méthode qui est plutôt reprise par l'IEC, Commission électrotechnique internationale, cette méthode va nous indiquer, à une date donnée, à heure, on a 100% moins un certain pourcentage, donc le Y du BY, des LED, qui vont fournir un pourcentage du flux lumineux initial. Donc ça ne veut pas dire que le flux lumineux sortant sera un pourcentage du flux lumineux initial, mais c'est qu'un nombre de LED vont donner un certain pourcentage de flux. Voilà. Et on va inclure à cela, donc en CY, un taux de défaillance. Et pour au final sortir ce que j'appellerais une durée de vie utile, un LXFY, un certain nombre de LED vont donner un pourcentage de flux lumineux initial associé à un taux de défaillance. Donc ces deux valeurs là qui permettent d'apprécier les durées de vie des LED, la première permet de donner un flux lumineux résiduel. Le second permet de donner une durée de vie utile du système sur une population de luminaires de même type. Tout dépend où est-ce qu'on va se placer. Est-ce qu'on va chercher uniquement l'éclairement ou est-ce que l'on va chercher la durée de vie utile d'un système pour un usage donné. Donc c'est une approche qui est totalement différente et il faut vraiment être très vigilant parce que derrière ça peut avoir un impact sur le dimensionnement et il peut y avoir quelquefois des écarts notables en termes de lecture de ces données qui sont toutes les deux absolument valables mais qui ont une approche légèrement différente. À cela, il faudrait quand même ajouter les probabilités de défaillance et de taux de survivance des équipements électroniques. Et dans ces taux de défaillance et de survivance, il y a un point important qui est l'utilisation. Donc aujourd'hui, cette utilisation n'est pas prise en compte de manière formelle par le fabricant ni l'installateur, mais elle dépend uniquement des usagers et de l'utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisateur doit définir son utilisation, c'est-à-dire où le luminaire sera implanté, sa température extérieure, est-ce que le luminaire sera mis ou pas dans un environnement particulier, je prends par exemple un environnement marin, dans un espace vert, sous un arbre. On a beaucoup de paramètres à donner et qui vont dépendre de l'utilisation. Et l'utilisation, c'est aussi le profil nocturne. C'est est-ce qu'aujourd'hui on va couper ou pas l'éclairage? Est-ce qu'on va mettre de la détection de présence avec un niveau 0 ou un niveau minimal? Est-ce qu'on va faire de la modulation? Donc il faut que ces éléments-là soient absolument connus et définis lorsque tout projet est lancé, de manière à pouvoir optimiser et définir correctement, de manière contractuelle, les durées de vie. Alors donc l'exemple qui est là, on avait donc une double problématique sur une opération qu'on avait sur Douai, donc sur les quais, on avait premièrement des boules claires qui apportaient énormément de nuisances lumineuses, mais également des sources à vapeur de mercure. Donc c'est un peu la photo de gauche et à droite vous avez donc le rendu. Et pour faire ça, donc on a pris en compte les nuisances lumineuses, premier point, donc avec des températures de couleur adaptées, la maîtrise du flux. On a pris en compte également les infrastructures, c'est-à-dire donc la mutualisation future des infrastructures, le ressenti, donc aujourd'hui qui est important, et également une analyse objective des solutions LED. Les gains annoncés sont de 90%. Tout à l'heure, je vous parlais de facteur 2, donc 50%, facteur 4, 75%. On est au-delà. Savoir que derrière, sur la photo de gauche, on était donc sur des installations qui partaient de très loin. On était sur des luminaires qui faisaient 314 watts. Et là, on a passé 75 watts en pleine puissance et qu'on a divisé par 2 pendant plus de la moitié de la nuit. Sur cet exemple-ci, on a un exemple avec des lampes 100 watts SHP.
donc qui quand même sont déjà des lampes performantes, pardon. Et pour le même usage, on va poser des lampes 39 watts. On va moduler la puissance de 70% entre 23 heures et 6 heures. C'est-à-dire que pendant plus des 2 tiers de la nuit, on va fonctionner à 30% de la puissance initiale. Eh bien, les gains engendrés sont quand même de 77% sur la facture en kilowattheure et 75% en facture en euros. C'est-à-dire que d'une solution performante, en PSHP est une lampe déjà très performante, vers un éclairage dynamique, on va avoir des gains, on va très facilement atteindre également le facteur 4. Et donc c'est quand même aussi notable que cette solution LED ici permet des fonctionnements modulés très faciles. On va donc aborder maintenant la partie de nouveaux critères, donc sur l'efficience énergétique. Le premier critère est l'efficience énergétique, c'est-à-dire c'est éclairer mieux en consommant moins. Donc c'est pas un slogan politique, hein, mais c'est un slogan énergétique. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour un service rendu, quel est le besoin en puissance active par élément de surface pour un niveau d'éclairement demandé. Ça va prendre en compte plusieurs paramètres, donc l'efficacité lumineuse, le facteur de maintenance globale du luminaire et l'utilance, qui est le rapport de flux reçu au flux émis. Et donc, par rapport à ces besoins-là, ce sont aujourd'hui, selon moi, les 4 paramètres nécessaires à tout projet d'éclairage et utiles pour un luminaire sur LED. Aujourd'hui, pour une collectivité, on n'a pas besoin de connaître le nombre de LED, le courant d'alimentation, etc. C'est du ressort de l'industriel, du fabricant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et donc, le résultat ne peut se décliner que sur ces 4 paramètres que j'ai cités avant. Alors, associé à cela, donc, on va avoir des durées de vie, donc des durées de service maintenues. Alors qu'une garantie de service maintenu, donc c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la durée de vie assignée, c'est-à-dire c'est la date à laquelle le flux lumineux résiduel sera atteint et qui ne correspondra plus aux exigences photométriques demandées. Généralement, on a des valeurs aujourd'hui qui peuvent aller de 80 à 100 000 heures de fonctionnement, donc c'est-à-dire des durées de 20 à 25 ans, avec grosso modo des flux qui sont de l'ordre de 90%. Voilà. C'est vraiment un ordre de grandeur, et quand on parle de 100 000 heures, c'est de cette valeur-là. À cela, j'ajouterais ce que j'appelle des garanties fonctionnelles. La première, c'est la durée de vie garantie d'un module à LED, donc qui comprend le plateau LED et ou son système de pilotage. Donc ça, c'est le module à LED. Et après, qui peut également ou pas, suivant les fabricants, inclure l'alimentation. Ces durées de vie de la garantie d'un module à LED, c'est fonctionnement tout ou rien. C'est un peu le bon fonctionnement. Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Donc là, le fait d'avoir mis des systèmes de protection par parafoudre, des protections par déclencheur à seuil de tension pour les surtensions temporaires, ont permis d'avoir des durées de vie conséquentes. On a aujourd'hui des durées de vie voilà, sur le marché qui vont entre 8 et 10 ans. Sachant que le minimum aujourd'hui, sur ce que j'ai pu voir au niveau des fabricants, sont de 5 ans. 5 ans, c'est vraiment le minimum aujourd'hui que proposent les fabricants. Donc ce sont des choses qui sont quand même importantes par rapport à des durées de vie où on était sur 1 an avec des lampes à décharge. L'autre point, donc, c'est l'alimentation du module à LED qui est le point sensible. Et là, on a pareil avec les mêmes problématiques. On peut obtenir des durées de vie qui varient entre 8 et 10 ans. Voilà. Donc si l'installation est correctement dimensionnée, si on a mis les protections, on a ces valeurs. Durée de vie mécanique du luminaire, là, qui va dépendre uniquement de l'implantation du luminaire, de son lieu d'implantation. Et là, pour le coup, on peut avoir des durées qui peuvent être aussi importantes, de 20-25 ans. Donc, c'est des tenues de garantie de luminaire. Donc, ces critères-là de durée de vie vont entrer dans le coût du cycle de vie ou le calcul du coût qui est repris dans le décret de 2016-360 sur la réglementation des marchés publics. Et ce coût de cycle public peut être décomposé comme suit: le coût des travaux de première installation comprenant les équipements, le coût d'énergie, le coût de la maintenance préventive basé sur les durées de vie sur lesquelles s'engage le fabricant. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de durée de vie, si le fabricant nous dit je vous garantis le module à LED pour 8 ans, c'est-à-dire que pendant 8 ans, il remplacerait à ses frais l'équipement, mais on ne va pas le remplacer à 8 ans. Si au bout de 8 ans, l'alimentation, le driver fonctionne, on va le laisser fonctionner, on va le laisser mourir de sa belle mort, qui tiendra peut-être 10, 11, 12 ans. Mais on sait que pendant 8 ans, c'est pris à charge par le fabricant. Donc là, on se base sur les données sur lesquelles sont basés le fabricant. Et enfin, donc, les coûts de collecte et de recyclage qui sont compris dans l'éco-contribution. Donc, on a de manière transversale le coût du cycle de vie qui est totalement abordé et qui permet
qui permet pour le coup d'être un critère d'analyse d'offres. Donc sur une durée de 30 ans, qui est la durée de vie dimensionnement d'une installation, on peut donc avoir un coût, donc on a ces valeurs-là, et donc comme je disais, on est basé sur le coût du fabricant. Donc, en tant que collectivité, aujourd'hui, il est plus aisé pour nous de demander pour un projet donné à un fabricant de s'engager pour des usages déterminés sur des durées de vie. Et nous, au niveau de l'installation, à poser les équipements nécessaires qui vont permettre d'optimiser ces durées de vie. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé, le coût global, on parle déjà de plusieurs années, mais là, qui permet aujourd'hui d'être partie prenante dans un DCE et qui permet pour le coup d'être un critère qui est vraiment objectif et qui est vraiment important dans cette analyse. On a après des critères qualitatifs qui peuvent également argumenter une valeur technique. Alors donc on parle ainsi maintien des garanties, si on met ou pas les protections, c'est-à-dire qu'au niveau des fabricants, si nous mettons les protections, est-ce qu'il va maintenir ou pas ces durées de vie? Voilà, donc ça c'est une question à poser. L'interopérabilité des modules à LED, c'est un critère aussi important. Dans 30 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que le fabricant s'assure ou pas de l'interopérabilité, donc notamment au niveau du flux, de la TCP, de la tenue thermique, des appareils d'alimentation, donc toutes ces choses-là qu'il faut aborder. L'application de la règle du nombre, la possibilité de déport de l'appareillage, donc ça c'est aussi une possibilité, mais si au niveau de cette possibilité qu'il y a un gain important sur la maintenance en termes de moyens mis en œuvre, on peut quasiment aller en tenir à pied l'appareillage, mais il faut être sûr que les garanties de cet appareillage déporté soient les mêmes qu'un appareillage intégré. On peut donc valoriser et pondérer ces critères dans le cadre d'une opération de travaux. Et donc ça aussi, c'est nouveau de pouvoir influer sur ces paramètres. Et au final, donc c'est ce que j'appelle l'obligation de résultat, c'est selon moi, donc fixer une obligation de résultat, c'est porter sur un maintien de niveau d'éclairement et d'uniformité sans faire référence à une obligation de moyens pour un coût global donné, avec un profil nocturne adapté aux usages. Ces paramètres-là correspondent aux installations d'éclairage d'aujourd'hui, selon moi. Aujourd'hui, il faut vraiment fixer le résultat. Les prestataires doivent mettre les moyens pour parvenir à ce résultat. Par contre, il faut quand même préciser certaines définitions techniques dans les DCE, notamment la compatibilité technique, la continuité de température, de couleur, la règle du nombre, profil nocturne, puissance active, valeur moyenne d'éclairement, uniformité. Donc tous ces termes-là doivent être clairement définis et contractualisés. Donc les obligations de résultat, donc là j'ai juste mis deux exemples. Et quand je parle d'objectifs mesurables, il faut aussi quelque part se donner les moyens d'aller vérifier. Ça veut dire que derrière, ça va peut-être aussi engendrer des nouvelles méthodes de travail. Je prends sur l'exemple d'une durée de vie garantie d'un module à LED avec remplacement en prise en charge. Donc, si l'entreprise ne met pas en service par rapport à des délais fixés qu'on retrouve, donc elle sera soumise à des pénalités. Des VGA, pareil, donc sur la durée de service maintenu. Donc là, si on a une défaillance du DVGA, donc c'est-à-dire par exemple qu'on a un niveau d'éclairement qui n'est pas maintenu, l'entreprise a une pénalité si elle intervient un peu plus tard. Donc il faut cadrer pour chaque phénomène, donc chaque notion, la temporalité, le type de défaillance et éventuellement les pénalités assorties. Donc il faut vraiment bien cadrer ça et le mettre de manière de tableau, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible pour tout le monde et c'est mieux appréhendé. Les protocoles de communication ont un peu donc on avait sur l'exemple sur le haut ici un exemple de protocole. On a une installation d'éclairage avec un électricien qui est en bas à droite, qui a une information par un smartphone sur son smartphone qu'il y avait un point lumineux qui était défaillant parce que l'information a été transmise par la barre de commande, qui a été gérée par un serveur, qui est arrivé sur le PC d'exploitant, qui lui a eu l'information par un riverain qui a signalé par un QR code que le luminaire était éteint. Donc là, on a toute une chaîne de transmission d'informations dans un sens pour aller signaler à l'exploitant d'intervenir, mais également de remonter comme quoi le défaut a bien été acquitté. Alors, tout comme la communication humaine, la communication entre systèmes, elle s'effectue à travers une chaîne d'éléments. Donc, la protocole, quand on parle entre deux êtres humains, il faut qu'on puisse se comprendre. Donc, émettre un message, le recevoir, l'interpréter et agir. En éclairage, on utilise généralement le réseau en nœud.
C'est-à-dire qu'on a une information qui arrive à un point donné et qui va se disperser ou se démultiplexer vers différents récepteurs. Le premier usage, c'est la télécommande, c'est commander à distance l'éclairage extérieur, donc c'est quelque chose qui quand même date de plusieurs dizaines d'années. On a aujourd'hui, à partir des installations, d'autres usages, télésurveillance, télérelève, télémétrie, télémaintenance, télégestion, et donc ça va nécessiter la mutualisation des supports, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de la télémaintenance, il faut que le support non seulement serve à éclairer, mais puisse aussi recevoir l'information de maintenance, et donc à mettre des capteurs et des éléments qui vont permettre de faire la maintenance. Les protocoles de communication sont de plusieurs types. Actuellement, on peut télécommander, on peut signaler une défaillance, comme je le disais, on peut programmer des appareillages, on peut permettre la mise en place d'un réseau intranet, le Li-Fi, alors ça c'est surtout vrai en tertiaire. On peut permettre de communiquer entre équipements, donc de la programmation, on peut asservir des équipements entre eux. Et demain va arriver l'Internet des objets. Alors quand je dis demain, c'est qu'aujourd'hui c'est en développement, ce n'est pas encore commercialisé, répandu comme peuvent l'être les télécommandes ou les systèmes de DALI. On va avoir ce qu'on appelle l'IoT, donc l'Internet des objets, donc dont tout un chacun entend parler, même dans sa vie quotidienne. Et donc on a des protocoles de communication dédiés pour les IoT qui sont en cours. On a notamment deux principaux qui sont le Sigfox et le LoRa, avec le LoRa professionnel, LoRa Alliance, et également le LoRa grand public. Pour ces protocoles, qui sont en fait des protocoles à une réponse à un besoin, il faut déjà définir son besoin et notamment de prendre en compte les trames ascendantes et descendantes en fonction des besoins. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut déjà savoir de quoi on a besoin en termes d'information, donc de remontée et également d'interrogation. Donc ce qu'on appelle les trames ascendantes et montantes, parce que ça va influer fortement sur le protocole. Alors, quand je dis c'est en poids, en période, en durée et également en nombre d'interrogations. Donc tous ces paramètres-là sont quasiment à définir. Les installations d'éclairage extérieur sont disponibles environ 53% du temps. C'est-à-dire qu'on a sur une collectivité une infrastructure avec des réseaux, des supports, et dans les réseaux on entend des câbles électriques qui sont utilisés 47% du temps, c'est-à-dire 4100 heures sur 8760. Donc c'est une super opportunité pour des opérateurs économiques de pouvoir promouvoir ce qu'on appelle la Smart City, la ville intelligente, et de dire aujourd'hui d'adapter d'autres usages. Alors, on peut citer à titre d'exemple le stationnement, la vidéoprotection, la gestion des parcs de stationnement surface, qui est un peu différent des gestions de stationnement, des panneaux d'affichage dynamique, des détecteurs de pollution, des points d'accès Wi-Fi, des recharges de véhicules électriques, et j'ai quand même mis à la fin l'éclairage des espaces extérieurs, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie des installations électriques et qui est quand même un point important. Il faut quand même avoir également quelques points de vigilance sur cette Smart City, cette ville intelligente. Alors, c'est les règles de sécurité, vérification des ouvrages et des dimensionnements, aussi cohabitation de sources d'alimentation différentes, dans des sources PoE, des Power over Ethernet, donc qui vont engendrer des sources d'alimentation différentes, une tarification énergétique à revoir. Ça peut être aussi une source de recettes financières, l'occupation du domaine public territorial, donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et surtout la sécurité des échanges, la consommation des équipements supplémentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre en place une structure de ce type-là, il va falloir, ne serait-ce que pour la vidéoprotection, l'exemple, c'est vous avez un serveur qui va, serveur générique qui va gestion du programme, gestion des données et enregistrement. Donc on a plusieurs types de serveurs qui vont nécessiter d'énergie, qui sont quelquefois mis dans des locaux qui ne sont pas prévus initialement pour ça, donc éventuellement prévoir de l'extraction de chaleur, de la climatisation, donc une surconsommation d'énergie. Voilà, il ne faut pas que cette mise en place de tout ce qui est structure informatique vienne annihiler les gains énergétiques qu'on aura derrière. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut intégrer dès le départ et mettre en face les coûts induits, ce qu'on appelle les coûts induits. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Voilà. Et donc en conclusion, l'éclairage extérieur a aujourd'hui donc entamé sa transition énergétique, c'est quand même depuis plusieurs années. Donc on est passé de l'ère électromagnétique, électrotechnique, à une ère électronique où on va chercher à éclairer. Donc les métiers vont muter. On aura donc de nouveaux métiers pour les collectivités, des métiers transversaux. Je pense notamment aux métiers de tout ce qui a trait au SIG, qui comprendront l'éclairage, mais qui comprendront également d'autres métiers. Donc on a de nouveaux métiers qui apparaissent, en ayant en esprit que la mutualisation des infrastructures, ça vise à apporter aux usagers
pour la par éclairage et juste quantité et qualité de lumière pour les usages, mais ça va servir aussi à apporter d'autres usages aux usagers. Je prends l'exemple des parcs de stationnement qui peuvent également être une chose d'une plus-value. Et donc nous, en tant que collectivité territoriale, on est au premier plan de ces changements, de ces systèmes de conception. On doit se montrer vigilant sur les pertinences de certaines approches. On doit prendre en compte les nouveaux métiers transversaux induits et on doit aussi ouvrir les données au public dans un souci constant et améliorer le service public. Il faut qu'on soit toujours de plus en plus efficient. Voilà. Je reprends la parole. Merci beaucoup Roger Couillet pour cette présentation. Nous allons donc passer maintenant aux questions. Alors je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions. Les explications s'affichent actuellement sur votre écran. Nous interrompons quelques minutes le son, le temps de prendre connaissance de vos questions. À tout de suite. Donc, nous sommes de retour pour répondre à vos questions. Donc, première question. La loi 215-992 entraîne concrètement une réflexion en termes de coût du cycle de vie. Que penser dès lors des appareils LED dont la durée de vie est a priori plus faible que celle des appareils en lampe à décharge et pour lesquels l'exploitation implique davantage d'intervention sur le terrain? Quelle stratégie la ville de Douai envisage-t-elle pour limiter l'impact a priori négatif sur l'entretien des appareils d'éclairage en LED? Donc c'est deux questions un petit peu différentes. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, donc par rapport à cette notion de durée de vie, en fait, donc on a sur comment l'intégrer dans le coût de cycle de vie. On a l'habitude de dire aujourd'hui qu'on parle de luminaire à LED. Là aujourd'hui, on achète un luminaire à décharge, on remplaçait la lampe et on se basait sur un luminaire on disait que le luminaire du 30-40 ans et pendant 30-40 ans, on avait quelque part juste à remplacer.
Aujourd'hui, on entend souvent dire que les luminaires à source LED vont devenir des luminaires jetables et qu'au final, on va devoir uniquement remplacer peut-être le luminaire dans 15 ans et non plus. Voilà. Aujourd'hui, l'approche est totalement différente. Déjà, il faut déjà parler en termes de coût. Comparé aujourd'hui un luminaire à décharge et un luminaire à source à LED, en termes de coût d'investissement, les prix sont très compétitifs pour un usage déterminé et comment dire, avec une efficience meilleure pour la source LED. Maintenant, sur cet aspect d'entretien, comment on a fait, donc c'est ce que j'expliquais dans la présentation. Nous avons questionné les différents fabricants sur un projet et après, donc, on a dupliqué cette méthode en demandant aux fabricants, aujourd'hui, sur ce projet donné, quelles sont les garanties que vous nous proposez et quelles sont les garanties sur lesquelles vous vous engagez. Et on est parti sur une obligation de résultat. Donc là, la question, c'est plus une obligation de moyens pour limiter un impact a priori négatif. Par contre, je parle de résultats et je parle de services à maintenir. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de maintenance, c'est-à-dire que pendant 8-10 ans, la maintenance sur une obligation de résultat est à faire par l'entreprise titulaire. Donc on a, par exemple, sur des durées de 8 à 10 ans, on a défini une situation initiale, donc technique, mécanique, esthétique, énergétique, fonctionnelle, donc il faut contractualiser ces données, et de là, ça va aussi bien à l'orientation du luminaire, la fixation des crosses, donc tout vérifier, tout consigner, c'est contradictoire, les mesures énergétiques, et pendant un certain nombre d'années, l'entreprise titulaire s'engage sur ce résultat, et elle doit maintenir ce résultat pendant un certain nombre d'années. Donc le problème de maintenance, quelque part, enfin, la maintenance sera toujours faite, mais ne sera pas, comment dire, fait par la collectivité, mais fera partie des prestations de l'entreprise dans le cadre de ses travaux neufs. Et donc, l'impact négatif, a priori, il y en aurait beaucoup moins, parce que si dans le site de consultation, on a prévu interopérabilité, on a prévu pendant une durée de 30 ans que le fabricant s'engage sur sa tenue mécanique de luminaire. Voilà, aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça, on peut se permettre de le faire, on le fait, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fait 5-6 ans qu'on le fait, vous me direz, ça fait 5-6 ans, mais on avait la même problématique avec les lampes à décharge, les premiers luminaires. Voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que par rapport à l'éclairage à LED, c'est que chaque fabricant est meilleur que son confrère et que les collectivités sont un petit peu le choix pour les villes est un peu plus compliqué. Donc, c'est de mettre les fabricants entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais au pied du mur, en disant voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme solution et quels sont les résultats sur lesquels vous vous engagez et contractualiser. Donc voilà, aujourd'hui on a contourné quelque part cette problématique et en abordant plus côté cycle de vie. Bon, donc voilà, si jamais vous avez des questions un peu plus précises sur ça, on a mis au point des méthodes de travail qui sont là. Vous pouvez poser des questions. Voilà, je pourrais vous répondre de manière plus précise par écrit en vous expliquant comment on a mis ça en place et échanger éventuellement sur ça. Alors, une deuxième question sur la protection par parafoudre. Un participant nous demande si on doit tenir compte dans les collectivités du paratonnerre que l'on trouve souvent sur les églises ou sur les mairies. Tout à fait. Donc, on doit, dans la NFC 1500, on parle en fonction du type de parafoudre. Un paratonnerre, alors j'ai pas les chiffres en tête sur les tableaux, mais à partir du moment où il y a un paratonnerre, on doit mettre un parafoudre de type 1. Et sur les installations d'éclairage, on doit tenir compte en effet de la présence, et donc au minimum mettre un paratonnerre de type 2 en tête d'armoire. Donc c'est prévu dans les normes, dans les textes, c'est clairement expliqué. Mais j'ai pas les éléments là sous les yeux, je peux vous répondre par mail si vous souhaitez. Je peux vous donner des informations, mais je les ai pas sous les yeux. Alors, est-ce intéressant de passer en LED ambré? Alors, la LED ambrée, c'est un vieux sujet, c'est un vieux débat, donc je vous dirais, je vous dirais oui, ambré. Alors, je parlerai plutôt de température de couleur chaude plutôt qu'ambré. Le terme d'ambré, c'est quelque chose qui est qui a une technologie qui est un peu plus ancienne. C'est les premières technologies, c'est-à-dire que pour avoir une lumière blanche chaude, on mélangeait une LED ambrée avec une LED blanche froide et on avait quelque chose d'un peu plus chaud. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de LED avec des températures de couleur chaude de 2500, voire 2200. Certains fabricants commencent à les mettre en place. Pour la biodiversité, c'est très intéressant. Pour l'image de certaines villes, c'est très intéressant aussi parce que ça permet de rappeler la chaleur de la lampe SHP, ça c'est vrai. Par contre, il faut s'assurer des durées de vie, de la fiabilité et également en termes d'énergétique, de l'efficience énergétique. Et est-ce qu'on va pas quelque part dépenser plus d'énergie et en termes de coût global qu'une solution LED blanche ou qu'une solution LED en décharge. Par contre, il est clair que pour la biodiversité, oui, c'est intéressant.
Alors, une question qui est aussi un témoignage. Donc, dans l'exemple financier que vous donnez, vous annoncez une diminution sur période fixe de 70%. Est-ce un niveau que vous pratiquez en éclairage urbain? Donc, la personne a travaillé à Bruxelles avec 120 personnes et sur la base d'essai qu'elle a fait, elle a réalisé en ville sur base d'une installation dimensionnée pour atteindre tout juste les niveaux normatifs. Ils n'ont pu diminuer l'éclairement que de 30% durant les heures creuses de la nuit. Par contre, en éclairage dynamique basé sur la détection de présence, on peut descendre beaucoup plus bas. Ce projet a-t-il été mis en œuvre et y a-t-il eu des réactions des riverains? Alors, pour répondre à votre question concernant le dimming ou la modulation de puissance, on a mis nous en place des valeurs de taux maximal de 70%. Alors, la 13201 permet en fonction des scénarios, de différents paramètres, de pouvoir adapter le niveau d'éclairement et donc d'adapter le niveau d'éclairement et donc de mettre en face la puissance. Donc ça, c'est une façon de travailler. Par contre, ce qui a été fait, c'est vrai qu'au niveau des usages de la nuit, si au niveau de on n'a pas d'usage, on a beaucoup moins de personnes qui gênent, qui travaillent la nuit. Il y a beaucoup de moins gêne pour les usagers. On est moins gêné par la luminosité ambiante, on n'a pas de charge mentale, etc. Donc tout ce qu'on trouve dans la norme, on peut en effet descendre beaucoup. On peut descendre à 30% sur l'installation. Alors d'un point de vue technique, les fabricants nous ont écrit, nous ont conseillé, parce qu'on a fait des relevés sur les réseaux, en termes d'efficience des drivers, de ne pas aller au-delà de 30% de puissance résiduelle. Parce que derrière, on va détériorer les signaux, et notamment ce qu'on appelle le THD, THDI et le facteur de puissance. Donc, parce qu'on va on va faire varier la puissance active et on n'est pas là pour rentrer dans le détail, mais on va influer sur ces deux paramètres et on va donc, entre guillemets, polluer le réseau et faire remonter cette pollution sur les autres usagers qui sont branchés en amont sur le réseau électrique. Bon. Donc, ces problématiques-là existent, donc ce sont des choses qui existent, et les fabricants nous ont dit de ne pas aller au-delà. En tout cas, ils m'ont écrit. Pareil, je peux échanger avec vous sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on a mis ça en place, on a eu aucun retour. Et même d'un point de vue visuel, de passer de 100 à 50%, de 100% à 50%, c'est quasi invisible à l'œil. Hein. C'est vraiment, c'est très doux. On ne le sent pas. Jusqu'à 30%, à 30% de puissance résiduelle, on le voit, mais on voit suffisamment clair. Et je me dis souvent, il suffit juste de prendre un clair de lune. On est de l'ordre de 2-3 lux, et donc on voit clair. Et là, avec de l'éclairage même à 30%, on a quand même des valeurs d'éclairement qui sont très satisfaisantes. Et alors, je sais pas, après il faudrait vérifier dans le détail si réellement elles sont par rapport au plancher de la norme. Voilà, mais en tout cas, il faut corrélationner les deux, la norme et les problématiques techniques. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, quelqu'un qui nous dit que dans l'étude d'éclairement, actuellement, les logiciels ne prennent pas en compte les luminaires à LED et surtout les coefficients de maintenance à prendre en compte, car ces coefficients doivent être fournis par le fabricant. Comment doit-on faire, nous demande ce participant. Là, en effet, vous avez apporté la solution, enfin une partie de la solution. Le fabricant, en effet, doit donner ses valeurs de coefficient de maintenance, donc de facteur de maintenance global du luminaire, hein, qui comprend la dépréciation de la source lumineuse et du luminaire. C'est cette dépréciation au niveau des, comment dire, des luminaires, ça va dépendre essentiellement de l'utilisation. C'est ce que j'expliquais. Donc ça, le fabricant, lui, ne maîtrise pas l'utilisation. Donc il faut définir le lieu d'implantation. Est-ce qu'on est en bord de mer, dans un espace particulier? Donc ces paramètres-là doivent être définis au niveau de l'étude et remontent au fabricant pour que lui, la partie LED, va maîtriser sa dépréciation par le pilotage de la LED, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc il va pouvoir gérer sur ça en fonction notamment de la température ambiante. Mais le facteur de maintenance va pouvoir être déterminé aussi par l'utilisation. L'AFE donc a écrit d'ailleurs des guides. Hein, j'en profite également pour dire qu'elle a écrit des guides sur les facteurs de maintenance, notamment des luminaires à source LED. Et donc, on est en train de travailler au niveau de la commission 17 de l'AFNOR également sur le FDC 19260 qui traitera de la maintenance des installations. Et on abordera également ces notions de maintenance. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'adaptation de ces systèmes aux collectivités rurales? De quel système?
Parce que je ne sais pas de quel système on parle. Si vous pourriez être plus précis. Je l'ai pas là. On n'a pas. Ça, si c'est bon. Alors après, donc, par rapport à la norme, pouvez-vous rappeler la norme sur l'éclairage public? Une seule implantation, mais des conseils. Euh, ah, d'accord. Ok, voilà, d'accord. Ok. Bon, je vais juste répondre sur ça, sur cette question-là. Donc en fait, que pensez-vous de la... Alors, vous me demandez mon avis à quel titre, à titre collectivité, ou voilà. Donc je peux pas vous donner d'avis sur ça. Après, ça va dépendre des usages. Après, la data milieu rural, ce sont essentiellement des usages, des décisions politiques, d'avoir la mise en place de villes intelligentes, de systèmes de villes intelligentes. Ce qu'il faut surtout voir, c'est déjà de faire définir les besoins par le maîtrise d'ouvrage, et c'est lui qui doit clairement définir les besoins par rapport aux usages attendus. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les usages. Il ne faut pas qu'on soit dans une certaine technologie de marketing qui va créer un besoin par une technologie. Il faut d'abord définir le besoin et la technologie va répondre à ce besoin. Et donc cette création cette mise en place de villes intelligentes ou d'équipements de télérelève. Alors donc là, télérelève notamment, je prends un certain compteur d'eau d'équipement, voilà, peut apporter un service en plus à l'usager. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Ce sont des choses qui peuvent être sympas. J'ai pas d'avis à donner sur ça, sur ce système de télérelève, parce qu'on n'est pas gestionnaire de cet équipement de télérelève. La seule chose, c'est que s'agissant d'un service public mis sur des ouvrages, il faut veiller par contre à la partie technique. La Smart City oui, ça peut être intelligent, mais encore une fois, il faut pas non plus tomber dans l'extrême de vouloir tout rendre entre guillemets intelligent, parce que c'est l'électronique qui est mis en domaine public, qu'il faut installer, qu'il faut maintenir. Donc voilà, plus on va mettre des systèmes compliqués, plus derrière on aura de finances, de budget de fonctionnement, de financement à prévoir pour l'entretien et l'actualisation. Voilà. Voilà pour moi mon avis sur ça, et j'ai dressé dans la présentation tous les points de vigilance sur lesquels il faut s'accorder. Oui, donc on a une question sur la norme sur l'éclairage public. Donc il semble aux participants que ce n'est pas une réglementation mais des conseils, car on peut éteindre l'éclairage dans des bourgs. Et il précise que le maire doit mettre en place tous les moyens de sécurité sur la voie publique dont l'éclairage. Donc je ne sais pas si ça mérite une réponse. Alors, pour répondre à votre question, donc alors je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par norme sur l'éclairage public. On a une norme aujourd'hui, ce qui est la NFC 17200 sur les installations électriques extérieures, dont l'éclairage public. Alors c'est une norme d'application volontaire. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas d'application obligatoire. Alors quand je dis obligatoire, c'est consultable en ligne gratuitement sur le site de l'AFNOR. Donc ça, c'est la définition. Norme d'application à la 17200, je vous conseille fortement de l'appliquer, donc de la rendre contractuelle dans le cadre d'un marché, parce que au niveau de votre installation, vous allez devoir l'exploiter, donc entretenir par des travailleurs. Et donc, vous rentrez dans la législation du Code du travail, du décret de août 2010, 2016 2010, et qui précise donc les obligations du maître d'ouvrage quant à l'exploitation. Et donc, l'organisme accrédité va s'appuyer sur ce texte-là pour valider l'installation. Donc, quelque part, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée d'être mise en place parce qu'elle règle. Pour répondre à votre question par rapport à l'extinction nocturne, l'éclairage fait partie des pouvoirs de police du maire, donc au titre d'assurer la sécurité des déplacements. Donc c'est un moyen d'assurer la sécurité, mais en effet, ça ne veut pas dire que l'éclairage est obligatoire. Par contre, comme il s'est inscrit dans le code des collectivités générales des collectivités territoriales, et ça fait partie de son pouvoir de police, donc ça doit être ça doit passer au contrôle de légalité. C'est-à-dire que toute modification pour assurer la sécurité et donc tout risque que l'on peut avoir, qu'un élu peut avoir suite à à une défaillance de l'éclairage, doit être pris dans ce cadre. Donc c'est-à-dire un arrêté qui va fixer les horaires d'extinction, la temporalité, donc c'est-à-dire sur quelle période de l'année, et également sur manière géographique, sur quel espace. Donc uniquement dans le cadre. Et après de la publicité, donc c'est-à-dire affichage en lieu, en mairie, donc par arrêté, affichage aux entrées de ville, éventuellement sur le site internet. Il faut se mettre à la place d'un usager qui va traverser une ville au moment où l'éclairage est coupé. S'il n'a pas eu d'information comme quoi l'éclairage est coupé, peut se retourner sur la collectivité
en disant Monsieur le maire, j'ai abîmé ma véhicule, je me suis blessé parce que l'éclairage était éteint. Et donc, je me retourne contre vous. Donc, il faut démontrer la causalité et prouver que la causalité entre le fait et l'absence d'éclairage. Après, c'est charge au maire à démontrer qu'il a pris toutes les dispositions pour l'arrêter. Voilà. Par contre, si on fait de la modulation de puissance, il y a une réponse du ministère de 2016, me semble-t-il, qui précise que si le maire a pris toutes les dispositions pour pouvoir veiller à assurer d'une part ses obligations de sécurité et d'autre part pris en compte la partie consommation énergétique, il pourra pas ou il sera beaucoup moins inquiété que s'il n'avait rien fait. Donc, voilà, c'était la dernière question. Donc merci encore à Roger Couillet d'être venu partager avec nous son expertise. Et merci aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Donc le prochain rendez-vous se déroulera le 19 juin 2018 à 14h30. Nous accueillerons Alain Popinet qui nous entretiendra du calcul des murs en pierre. N'hésitez pas à consulter nos vidéos sur la chaîne YouTube qui se nomme La Révolution Keox. Et j'ai une dernière petite information. En fait, le Keox aura bientôt, la nouvelle version de Keox aura bientôt 1 an début juin. Donc nous lançons une grande consultation auprès de nos abonnés. Vous pourrez y répondre dès cet après-midi. Elle sera sur la homepage du site. Voilà, à très bientôt. Merci.